Alors, rebonjour à tous. Donc cette semaine, nous allons parler du contrôle des ravageurs et des maladies dans l'agroécologie. Donc, comme on a vu l'année passée, il y a beaucoup de problèmes liés à l'agriculture moderne et plus précisément liés à l'utilisation des pesticides. Et donc, je pense que vous pouvez vous imaginer une des difficultés principales qu'on aura si on n'utilise pas de pesticides, ce sera de protéger nos cultures des attaques des ravageurs et des maladies. Et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la place d'utiliser des pesticides. Donc quels principes agroécologiques peut-on utiliser pour contrôler les ravageurs et les maladies à la place des pesticides. Donc nous allons voir six principes aujourd'hui. Donc le fait d'utiliser la haute biodiversité, la nutrition des plantes, l'hygiène et les semences de qualité, les associations de cultures, les rotations de cultures, les cultures sous-moustiquaires et les traitements répulsifs. On va commencer par la haute biodiversité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une haute biodiversité nous aiderait à lutter contre les ravageurs et contre les maladies? Alors, ça c'est principalement lié à ce qu'on appelle la discontinuité des ressources. Donc si vous voyez sur cette photo, vous avez une rangée de courgettes et une rangée d'oignons. Donc vous avez une plus haute biodiversité que si vous aviez que de la courgette. Mais du coup, qu'est-ce que ça va faire concrètement? C'est que si vous avez une maladie qui atteint la courgette, puisqu'il y a l'oignon entre les lignes de courgette, ça sera plus difficile pour la maladie ou pour le ravageur de se propager de rangée en rangée. Peut-être même que la maladie restera restreinte à une seule rangée. Et donc c'est ça, ce principe de discontinuité des ressources. Et ça, c'est lié au fait que le ravageur ou la maladie ne va pas trouver un hôte adéquat. Donc en l'occurrence, l'oignon n'est pas un hôte adéquat pour une maladie de la courgette. Du coup, la maladie de la courgette va être stoppée ou ralentie par le fait qu'il y a l'oignon entre les rangées de courgettes. Ensuite, la biodiversité va également nous permettre de limiter les risques de mauvaise récolte ou de récolte catastrophique. Donc si vous avez une maladie de la courgette qui détruit tous vos courgettes, que vous n'avez aucune courgette, il vous restera des oignons à récolter, à manger et à vendre. Ensuite, la deuxième utilité de la biodiversité pour contrôler les ravageurs, c'est ce qu'on appelle le contrôle par les auxiliaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a déjà vu dans le premier chapitre, si vous avez une forte diversité de plantes, vous aurez également une forte diversité d'insectes et d'animaux, comme vous pouvez voir sur le schéma à droite. Du coup, si vous avez une forte diversité d'insectes et d'animaux, ça veut dire que parmi ces insectes et animaux, vous aurez des prédateurs, des pollinisateurs et des parasitoïdes. Et ces trois types d'organismes qu'on appelle auxiliaires, car ils sont utiles pour nous en tant que producteurs. Donc d'abord, nous avons les prédateurs. Donc c'est simplement des insectes qui se nourrissent d'autres insectes et donc qui se nourrissent souvent des ravageurs ou des larves de ravageurs et qui nous permettent de cette manière de limiter les quantités de ravageurs qu'on a dans nos champs. Donc ça peut être par exemple la coccinelle ou l'araignée. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les parasitoïdes. Donc les parasitoïdes, c'est des insectes qui pondent leurs œufs dans les larves d'autres insectes. Donc s'ils pondent leurs œufs dans les larves des ravageurs, ça nous permettra également de tuer les ravageurs. Donc je vous propose juste de regarder cette vidéo qui montre comment fonctionnent ces parasitoïdes. C'est assez impressionnant. Our parasitized caterpillar has spent the last 12 days gorging itself. It now appears profoundly obese. But this is not all fat. The Glomerata wasp larvae lie just under its skin. Each is the size of a grain of rice, but together they account for over a third of the caterpillar's weight. The larvae have not yet finished growing and need to keep their host alive. So although they feast on the caterpillar's blood, they have been careful not to touch a single one of its vital organs.
This uneasy truce will not last. Within days, the larvae are fully matured. Suddenly, they begin to stir into action. For the past 2 weeks, this surrogate womb has protected them, but now they no longer need it. To complete the next stage of their life cycle, they must break out. The caterpillar's thick skin should be a solid barrier to the parasitic wasp larvae. But as their bodies have grown, they have developed tiny, saw-like teeth. These jagged jaws are for one job only: cutting their way out. Stroke by stroke, the larvae slice through the tough layers of skin. At the same time, they release chemicals that paralyze the caterpillar. As the larvae break through, there is nothing it can do. Free at last, the larvae enter a new phase of development. They swiftly spin silken cocoons. These will provide the perfect environment for their final transformation. But ironically, one of the greatest dangers the larvae will face is being themselves impregnated by other species of parasitic wasp. Incredibly, the wounded caterpillar helps them out. Usually, a caterpillar would spin a silken blanket to make its own cocoon. But the parasitized caterpillar spins his blanket on top of the wasp cocoons, giving them an extra layer of protection. Scientists believe the same wasp virus that infected it weeks before has now invaded the caterpillar's brain and caused this bizarre corruption of its normal behavior. Amazingly, the caterpillar's natural aggression is now also exploited by the wasp virus. The caterpillar becomes a bodyguard, actively protecting the cocoons from other parasites. It will watch over them unceasingly until it eventually starves to death. Donc voilà, vous avez pu voir sur cette vidéo comment les guêpes parasitoïdes pondent leurs œufs dans des chenilles qui peuvent être des ravageurs. Et pour terminer, le troisième type d'auxiliaire, ce sont les pollinisateurs. Donc dans ce cas-là, ils ne nous aident pas à contrôler les ravageurs et les maladies, mais simplement à polliniser nos cultures. Maintenant, certains insectes peuvent être, suivant leur stade de leur vie, prédateurs et pollinisateurs, ou parasitoïdes et pollinisateurs, ou les trois. Donc c'est toujours intéressant d'attirer les pollinisateurs par exemple. Maintenant nous allons voir quelques exemples précis d'auxiliaires, donc d'insectes qui sont utiles ou d'animaux qui sont utiles pour contrôler les ravageurs de nos cultures. Donc on a par exemple la famille des Carabidae, donc c'est des coléoptères de grande taille, de 15 à 20 mm, et qui du coup se chassent et mangent un peu tout ce qu'ils trouvent comme plus petits insectes. Donc c'est très intéressant à avoir dans nos champs. On a également les Staphylinidae qui sont de plus petite taille, quelques millimètres, et qui du coup chassent des plus petits insectes ou des nématodes. Les nématodes, c'est des tout petits vers qu'on trouve
dans le sol et qui sont souvent parasites des plantes. On a ensuite les Coccinellidae, donc vous les connaissez sûrement, c'est les coccinelles. Donc ce sont des coléoptères volants de 0,1 à 1,5 cm de grosseur, dont la grande majorité sont prédateurs de pucerons, de mouches blanches, de cochenilles ou de cicadelles. On a également les guêpes, donc la famille des Apocrita, qui sont souvent parasitoïdes de nombreux ravageurs, donc comme vous avez vu sur la vidéo avant. Mais l'adulte peut également être pollinisateur ou même prédateur. Et finalement, on a les araignées qui sont des prédateurs de multiples insectes et qui sont vraiment que bénéfiques dans nos cultures puisqu'elles n'attaquent jamais les cultures. Finalement, les auxiliaires peuvent être également des plus gros animaux et donc pas des insectes. Par exemple, les lézards qui sont des prédateurs de nombreux insectes, mouches, sauterelles, etc. Ou les crapauds qui sont des prédateurs de chenilles, de larves ou de limaces. On pourrait par exemple aussi citer le serpent, mais c'est vrai que le serpent ensuite aura un rôle négatif dans notre champ puisqu'il mettra en danger le producteur. Mais dans un optique uniquement de contrôle des ravageurs, le serpent serait en réalité bénéfique. Du coup, maintenant qu'on a vu quels insectes, quels organismes peuvent être utiles comme auxiliaires pour lutter contre les ravageurs dans nos cultures, maintenant il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser ces organismes pour lutter contre nos ravageurs. Donc pour ça, il faut juste introduire le principe de Lotka Volterra, qui en fait modélise la relation entre une proie et un prédateur dans la nature. Donc, en l'occurrence, dans notre champ, la proie, ça sera le ravageur qu'on veut éliminer, et le prédateur, ça sera l'auxiliaire qu'on aimerait avoir pour lutter contre ce ravageur. Donc ça peut être le prédateur, ça peut être effectivement un prédateur, mais ça peut également être un parasitoïde. Et du coup, donc ce schéma nous montre comment la relation entre ces deux organismes évolue. Donc là, vous avez la population, la taille de la population des deux espèces. En noir, vous avez la proie et en trétier, vous avez le prédateur. Donc, comment ça se passe? Vous avez une population de proies qui se reproduit, du coup, qui augmente puisqu'il y a peu de prédateurs. Mais puisqu'il y a de plus en plus de proies, le prédateur arrive et du coup se reproduit également puisqu'il a sa proie en abondance. Et du coup, on va atteindre un moment où il y aura trop de prédateurs pour la quantité de proies. Et du coup, les proies n'arrivent plus à croître, plus à se reproduire parce qu'elles se font trop manger. Donc elles commencent à descendre. D'accord? Et donc les prédateurs continuent à monter un moment, mais au bout d'un moment, puisque les proies diminuent, les prédateurs n'ont plus à manger. Donc ils se mettent également à diminuer. Jusqu'à un certain moment, les prédateurs sont trop peu nombreux. Du coup, la population de proies se remet à croître. D'accord? Et donc, on arrive à un équilibre. En fait, c'est ça qu'on aimerait avoir dans notre champ, c'est un équilibre entre les proies et les prédateurs. C'est qu'avec ce système, on ne va jamais réussir à faire disparaître complètement un ravageur, mais on peut réussir à contrôler pour qu'il reste pas trop nombreux et qu'ils ne montent pas de manière exponentielle et détruisent nos cultures. D'accord? Et donc, on ne veut pas forcément non plus le détruire complètement, puis si on le détruit complètement, on détruit également notre prédateur. Et du coup, ensuite, il y a trois techniques de contrôle biologique où on utilise les auxiliaires. On a le contrôle biologique inondant. Là, en fait, c'est le principe d'utiliser un organisme naturel, un auxiliaire, mais de l'utiliser un peu comme un pesticide. Donc, on apporte une grande quantité de prédateurs qui vont du coup manger toutes les proies. Et du coup, on n'aura plus notre ravageur. Mais ensuite, le prédateur qu'on va amener va également mourir. Et du coup, on n'aura plus notre prédateur sur place, donc on n'aura pas cet équilibre. Ça nous aura permis de vaincre le ravageur, mais s'il revient, il n'y aura plus de prédateur. Pour le vaincre une deuxième fois, on devra réappliquer. Ensuite, on a le contrôle biologique classique, qui est le but d'arriver à cet équilibre, mais en apportant nous-mêmes l'auxiliaire. Donc on apporte par exemple la guêpe prédatrice dans le système en quantité
assez grande pour qu'elle survive, mais pas trop grande pour qu'elle ne tue pas tout. Et ensuite, ça va amener à cet équilibre et du coup nous permettre de contrôler la population de proie, donc du ravageur. Maintenant, ces deux types de contrôle sont pour le moment très difficiles à faire en Afrique, puisque ça demanderait une très bonne connaissance des insectes d'entomologie pour trouver les, les auxiliaires nécessaires, les reproduire et les amener sur le terrain. En Europe, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça, donc vous n'avez seulement qu'à acheter les auxiliaires comme si c'était un pesticide. Donc là, c'est beaucoup plus facile, mais en Afrique, pour le moment, c'est très difficile. Donc ce qu'on peut plus faire, c'est le contrôle biologique conservateur. Et en fait, ça veut dire qu'on va influencer notre ferme, notre agroécosystème, pour avoir la plus grande biodiversité, donc pour essayer d'attirer des prédateurs et ensuite d'avoir cet équilibre de façon naturelle sans apporter précisément un auxiliaire, mais simplement en essayer d'en attirer le plus possible pour contrôler le plus possible les ravageurs qu'on a sur notre ferme. Donc voilà, c'est ça que j'ai dit en fait. Donc le contrôle biologique conservateur consiste à favoriser la présence d'auxiliaires naturels en adaptant le milieu de l'agroécosystème. Donc la première chose qu'on va faire, c'est augmenter la biodiversité de cultures et de plantes. Ça, puisqu'à nouveau, vous avez déjà vu ce schéma plusieurs fois, une forte diversité de plantes voudra dire une forte diversité d'insectes, donc une plus grande proportion d'auxiliaires. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est offrir des refuges pour les auxiliaires. Donc, si vous mettre des haies, des pierres, des choses comme ça, où les auxiliaires, par exemple comme les reptiles ou les araignées, peuvent facilement se réfugier. Souvent, ce sont des prédateurs, donc ils chassent la nuit et la journée, ils se cachent. Et finalement, proscrire ou en tout cas limiter l'utilisation des pesticides, puisque vous pouvez vous imaginer, si vous appliquez un insecticide sur votre champ, vous n'allez pas seulement tuer le ravageur, vous allez également tuer tous les auxiliaires. Donc, à long terme, vous risquez de perdre votre stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la venue, donc pour modifier notre environnement, pour favoriser la venue de ces auxiliaires? Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est des cultures associées. C'est nouveau basé sur le principe une plus grande diversité de plantes provoquera une plus grande diversité d'insectes, donc plus d'auxiliaires. Maintenant, les cultures associées, ça va aussi permettre de mieux couvrir le sol et du coup d'offrir plus de refuge pour les insectes bénéfiques. Parce qu'un sol nu, évidemment, ne protège presque aucun auxiliaire. Maintenant, si vous voyez sur cette photo, là, des araignées ou même des lézards comme ça pourront se planquer un peu partout. Et il y a même une étude scientifique qui a montré que 53% des espèces prédatrices et 75% des espèces parasitoïdes sont plus nombreuses dans un champ avec des cultures associées que dans un champ avec une seule culture. Et 52% des ravageurs sont moins nombreux dans le champ avec des cultures associées. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est planter des fleurs. Donc ça peut être soit des cultures qui forment des fleurs, comme par exemple ici l'oseille guinée, bissap ou foléré, ou le tournesol à droite. Ou ça peut être simplement planter des fleurs dans les bordures, au bord des champs ou en association. Tout ça dans le but de faire venir des pollinisateurs. Alors déjà, on a besoin des pollinisateurs, mais aussi, ça, comme on l'a dit avant, certains pollinisateurs sont également prédateurs ou parasitoïdes. Donc c'est intéressant de faire venir ces insectes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire des haies-vives, donc autour de notre ferme ou pour délimiter nos parcelles, puisque ça également sert de refuge pour les auxiliaires. En plus de ça, il y a des autres avantages, ça permet de produire un fourrage de qualité, d'apporter de l'azote dans le système, de servir de barrière, de limiter l'érosion et peut produire des fruits. Mais on reviendra sur ce sujet la semaine prochaine. Ensuite, on peut faire des cordons pierreux. Donc en général, on fait les cordons pierreux dans les régions sèches pour limiter l'érosion et maintenir l'eau et l'humidité dans les parcelles, comme sur cette parcelle de légumes à gauche. Mais ces cordons servent également de refuge, donc que ce soit pour des araignées, des lézards, des coléoptères, etc. On peut couvrir le sol avec un paillage.
Donc un paillage, c'est de la biomasse ou fraîche ou séchée qu'on met sur le sol pour le couvrir. Et là, ça permet également aux araignées, aux coléoptères, aux acariens d'être protégés et donc de pouvoir plus facilement chasser la nuit les ravageurs qui se trouveront sur la culture. Ensuite, comme j'ai déjà mentionné, limiter l'utilisation des pesticides, puisque le pesticide tuera également les auxiliaires et perturbera la stabilité du système. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter, mais plutôt traiter avec des répulsifs, donc des produits qui vont faire partir les ravageurs, mais pas les tuer, et du coup ils vont non plus pas tuer les auxiliaires. Voilà, on a terminé pour ce premier mécanisme de contrôle qui était la haute biodiversité. Maintenant, on va parler de quelques autres principes, la nutrition des plantes, l'hygiène et les semences de qualité. Donc déjà, la nutrition des plantes, donc ça veut dire qu'on doit fertiliser nos cultures de manière adéquate. Donc on doit leur donner les nutriments dont elles ont besoin, mais pas trop et pas assez. Parce que si on ne donne pas assez, c'est comme un enfant mal nourri, les réponses immunitaires de la plante aux attaques de ravageurs et de maladies seront beaucoup plus faibles. La plante sera beaucoup plus sensible. Maintenant, si vous lui donnez beaucoup trop de nutriments, une surfertilisation, la plante va grandir très vite sans développer ses défenses, offrira beaucoup de surface à attaquer et donc là également, vous aurez des problèmes de ravageurs et de maladies. Ensuite, il y a l'hygiène. Donc c'est de toujours inspecter les signes de maladie, enlever et brûler souvent même les plantes malades et surtout enlever les fruits pourris au fur et à mesure. Et pour terminer, utiliser des semences de qualité soit qui ont été traitées ou vous pouvez les traiter naturellement, par exemple avec de la cendre, et utiliser des variétés qui sont résistantes aux maladies et aux attaques. Donc là, pour illustrer l'hygiène au champ, là vous avez à gauche un manioc attaqué par le mosaïque virus. Et puis c'est un virus, il ne va pas se propager aux plantes adjacentes. Donc vous pouvez le laisser, il ne va pas se propager. Par contre, si vous utilisez les boutures de ce manioc pour planter des nouveaux maniocs, ceux-là auront le virus. Donc il est conseillé que vous marquiez avec un bâton clairement que cette plante était malade pour que même si elle est morte et que vous ne remarquez plus les signes de maladie, que vous n'utilisez pas les boutures de cette plante pour faire des nouveaux maniocs. Et l'autre exemple, c'est à droite, donc des tomates attaquées par des mouches. Et donc ça, essayez de les enlever le plus possible puisque cette tomate pourrie, déjà elle n'est pas mangeable, mais surtout elle est pleine d'œufs de mouches et du coup quand ils vont éclore, vous aurez ensuite une forte attaque de ces mouches. Le troisième mécanisme que je vais évoquer aujourd'hui, c'est les associations de culture. D'accord, donc on a déjà un peu parlé de ça dans la haute biodiversité. Maintenant, quels sont les avantages de ces associations de culture au regard du contrôle des ravageurs? Premièrement, la discontinuité des ressources. Donc ce qu'on a vu avant, ça va ralentir l'infection du champ puisque les plantes seront plus éloignées et entre deux, il y aura une plante qui n'est pas haute pour la maladie. À nouveau, ce qu'on a déjà mentionné dans la biodiversité, une plus grande diversité de plantes avec les cultures associées veut aussi dire une plus grande diversité d'insectes, donc plus d'auxiliaires. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est planter, associer une culture qui va attirer un auxiliaire particulier. Donc il y a certaines plantes qui, quand elles se font attaquer, émettent des molécules dans l'air qui vont faire venir un auxiliaire particulier pour la protéger contre le ravageur. Et donc si vous associez ça à une autre culture et que l'auxiliaire va défendre contre les deux ravageurs, ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez associer votre culture avec une culture piège. Donc, par exemple, les herbes Pennisetum imbricaria, c'est des herbes qui vont attirer les ravageurs du maïs et les piéger, les tuer. Donc, les ravageurs vont pondre les œufs dans ce Pennisetum imbricaria et les œufs vont être tués par la plante. Donc, vous allez de cette manière protéger votre maïs. Ensuite, vous pouvez associer des plantes répulsives généralistes, donc qui repoussent en général de nombreux ravageurs. Donc ça peut être en général des plantes qui ont une forte odeur, comme le piment, le gingembre, l'oignon, l'ail, la tagette, la capucine ou la citronnelle par exemple.
Vous pouvez utiliser des plantes répulsives spécifiques. Par exemple, l'oignon va repousser spécifiquement les ravageurs de la carotte. Donc si vous associez carotte-oignon, vous allez protéger la carotte. Ou le desmodium qui repousse les ravageurs du maïs. Donc si vous l'associez au maïs, vous allez repousser les ravageurs du maïs. Et pour terminer, le dernier avantage de l'association, c'est que si vous perdez une culture à cause d'une attaque, vous aurez toujours l'autre culture à manger et à vendre. Maintenant, les associations de cultures ont d'autres avantages qui ne sont pas liés au contrôle des ravageurs. Ce sont une meilleure couverture du sol, une meilleure utilisation de l'espace, une meilleure utilisation des ressources du sol, une diversification de la production, une récolte espacée dans le temps et des rendements souvent plus élevés qu'en monoculture. Donc pour résumer, on a une complémentarité des espèces associées. Et ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine, donc les associations de cultures. Donc je ne vais pas trop aller en détail aujourd'hui. Le mécanisme suivant qu'on évoque aujourd'hui, c'est la rotation de culture. Donc la rotation de culture, c'est le fait d'année en année de cultiver des cultures différentes. Donc vous voyez à droite par exemple une rotation. La première année, si vous faites carottes, oignons, ensuite courgettes, pois et ensuite haricots. L'année suivante, vous faites poivron, corette, puis l'herbe Penicetum. Donc vous avez à chaque fois quelque chose de différent, à la place que si chaque année vous cultivez la carotte. Et ça, en fait, c'est un peu un principe similaire à la discontinuité des ressources. C'est que vous utilisez le fait que euh, le ravageur a un hôte particulier. Donc le ravageur de la carotte, pardon, il n'attaque que la carotte. Donc si après la carotte vous mettez la courgette et l'année d'après il n'y a toujours pas de carotte, les œufs que ce ravageur a laissés dans le sol vont peut-être éclore, mais les ravageurs qui sortent n'auront pas de carottes à attaquer, donc ils vont mourir. Donc une année plus tard, quand vous remettez la carotte, les ravageurs sont déjà morts, donc votre carotte sera pas attaquée. Par contre, si vous faites chaque année la carotte, l'année d'après les œufs éclosent, et du coup, euh, les ravageurs attaquent cette carotte, répondent des œufs, et vous avez chaque année de plus en plus de ravageurs. Donc c'est le même principe pour les mauvaises herbes. Donc si vous avez tout le temps la même culture, vous aurez tout le temps la même mauvaise herbe qui va pouvoir se développer et se reproduire. Finalement, les rotations sont essentielles au maintien de la fertilité du sol. Et ça, on verra donc dans le chapitre 4, je crois, sur la protection du sol. Juste pour vous faire une idée, donc quand on fait une rotation, on va essayer d'alterner les différentes espèces, donc pour éviter que les maladies et les ravageurs se propagent. Mais on va aussi alterner les différentes familles, puisque souvent un ravageur attaque toutes les plantes de la même famille. Donc un ravageur du maïs souvent attaque également le sorgho. Ensuite, un autre principe important, c'est que dans la rotation, on commence toujours par la culture la plus sensible et donc si on utilise de la même famille et on met ensuite les cultures de moins en moins sensibles. Donc là, vous les avez dans l'ordre. Donc il faudrait commencer par le riz, ensuite le maïs, ensuite le sorgho et ensuite les herbes fourragères. Et ensuite, ça c'est pour vous montrer un exemple sur ce tableau, vous avez la pause nécessaire. Donc ça veut dire que par exemple pour le maïs, si vous cultivez 5 ans un champ, pendant 3 années, vous ne devez pas faire de maïs. Donc vous pouvez faire que 2 années le maïs sur 5 ans. Par exemple, donc le sorgho c'est donc sur 4 ans, vous n'avez le droit de faire qu'une seule fois le sorgho. Donc c'est des conseils pour éviter que les maladies se propagent. Et également toute la famille, donc les graminées, les céréales, donc les graminées non fourragères, vous ne devriez pas faire plus que une année sur 2. Par contre, si vous mettez des graminées fourragères, vous pourriez mettre 3 années sur 4 les graminées fourragères. Vous avez le même tableau pour les légumineuses. Donc par exemple le soja, sur 4 ans, vous ne pouvez faire qu'une fois. Le pois, sur 7 ans, vous pouvez le faire qu'une fois, etc. Et ensuite, on a exactement la même chose pour les légumes. Là, c'est plus compliqué puisque on a plein de légumes qui sont de la même famille. Donc vous avez par exemple les apéacées, où il y a carottes, céleri, persil. Et là, donc sur 7 ans, vous devez pas faire plus que 3 fois une culture d'apiacées. Pareil pour les astéracées, donc laitue, chicorée, ou les brassicacées, donc tout ce qui est chou. Seulement 3 fois
vous avez le droit de faire 3 fois en 7 ans. Vous pouvez faire 4 ans de pause sur 7 ans de culture. Les cucurbitacées, donc tout ce qui est courge, pastèque, melon, concombre, courgette, c'est encore pire. Sur 7 ans de culture, vous ne pouvez les faire que 2 fois. Les aliacées, pareil, donc c'est ail, oignon, etc. Les malvacées, c'est le bissap, combo, la corette. Et ensuite, les tomates, les aliacées, ce sont les tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons. Et donc ces pauses, vous devez les respecter entre les différentes familles et évidemment entre les différentes cultures. Donc la tomate, là, vous pouvez faire la tomate 2 fois sur 7 ans. Mais si vous faites aussi la pomme de terre, vous pouvez faire une fois pomme de terre, une fois tomate sur 7 ans, mais pas plus. Donc voilà, on a terminé pour ce qui est des rotations. Maintenant, un nouveau moyen qu'on peut utiliser, c'est de cultiver des cultures sous moustiquaires pour les protéger des ravageurs. Donc on va surtout utiliser ça pour des... C'est quand même quelque chose qui est assez important au niveau du travail, au niveau de l'infrastructure. Donc on utilise ça vraiment pour les légumes fruits délicats qui ne survivent pas en dehors, qui se font trop attaquer. On utilise ça également pour les pépinaires, donc pour les jeunes plants. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'ombre, il ne faut pas qu'il y ait d'accumulation de chaleur. Et surtout, c'est très efficace si vous allez combiner la moustiquaire avec l'installation de pièges à insectes à l'intérieur de la moustiquaire, l'intégration de plantes répulsives à l'intérieur de la moustiquaire et des traitements répulsifs à l'intérieur de la moustiquaire. Maintenant, si vous voulez faire des rotations, on ne conseille pas de faire une serre moustiquaire fixe, mais plutôt quelque chose qui est mobile. Là, vous avez un exemple, par exemple, de serre mobile pour des tomates qu'on a fait au Cameroun. Et donc, c'est assez lourd, mais vous pouvez quand même la déplacer chaque année pour suivre votre rotation. Et à l'intérieur, vos tomates sont protégées euh, protégées des ravageurs. Vous pouvez faire de taille plus petite, par exemple avec ces tunnels pour les courgettes, qui sont plus faciles à déplacer, mais qui offrent un moins grand volume pour le coût de construction. Et ensuite, vous pouvez utiliser les moustiquaires pour les pépinières, donc juste pour produire vos jeunes plants. Donc voilà deux types possibles. C'est très difficile à faire en zone tropicale sans utiliser de pesticides. Donc c'est très difficile de faire des tomates bio en zone tropicale. Et cela principalement à cause des mouches donc, qui vont pondre leurs œufs dans les tomates. Il y a énormément de mouches par ici. Et donc on n'arrive pas à protéger. C'est difficile de protéger ces tomates contre les mouches. Ensuite les fruits sont tout pourris, on peut presque pas les manger. C'est pour ça que on cultive la tomate ici dans des grandes moustiquaires, comme vous voyez ici. D'accord. Ça permet de protéger, d'empêcher les mouches d'entrer, mais ça laisse passer la lumière, ça laisse passer l'eau, et ça n'accumule pas la chaleur. Donc c'est pas une serre, c'est juste un kit de protection. D'accord. On ajoute, en addition de cela, on installe un piège à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des phéromones qui vont attirer le mâle de la mouche. Donc le mâle va croire que c'est des femelles, il va être attiré là-dedans, il va plus réussir à sortir et au bout d'un moment il va se noyer. Et comme ça on tue tous les mâles et on évite la reproduction. Donc ça permet de, au cas où il y a des mouches qui entrent dans la serre, de pouvoir les contrôler. Là vous pouvez voir qu'il n'y a aucune mouche morte dedans. Donc, on voit que notre moustiquaire fonctionne bien, mais ça peut arriver que les mouches entrent. En addition de cela, on cultive la tomate avec le basilic. Au pied de la tomate, on a le basilic qui lui aussi a un effet répulsif pour éviter que les mouches viennent trop près de la tomate. Et donc voilà, le dernier mécanisme qu'on a de contrôle, ce sont les traitements répulsifs. Donc les traitements répulsifs, comme j'ai mentionné, c'est pas des pesticides, c'est des répulsifs ou des pestifuges. Donc c'est des produits qui vont repousser, faire partir les ravageurs des cultures, mais qui vont pas les tuer. Et du coup, de cette manière, on tue pas non plus nos auxiliaires de 1, et de 2, on se met pas en danger, car ce sont pas des produits toxiques. Donc comme exemple, on a la macération d'ail, qui est utile contre les pucerons, les acariens, les mouches, la macération de piment, qui est bien contre les insectes suceurs et piqueurs, la macération de tomates,
contre insectes et maladies fongiques, la macération de papaye, qui est bien contre l'oïdium et la rouille, donc des maladies fongiques. On peut utiliser la macération de tagette ou de feuilles de Nîmes. On peut utiliser l'huile de Nîmes. Alors là, par contre, plus faire attention, ça c'est plus comme un pesticide. Ça va être capable de tuer des insectes, donc il faut utiliser ça avec beaucoup plus de précaution. On peut également utiliser le lait contre l'oïdium sur les légumes. Nous allons vous parler déjà de la production des pestifuges. Donc, ce sont des répulsifs naturels avec des plantes, beaucoup plus. Bon, ici, nous avons une macération de papaye plus argile. On récolte les feuilles de papaye qu'on va brasser. Ensuite, on va les tremper avec de l'argile dans un récipient comme celui qui est là. Et nous avons environ 2 semaines au max de fermentation avant de l'utiliser. Donc il faudrait vraiment que ce soit bien mélangé et pour qu'il y ait une bonne action du produit. Bon, déjà le produit il est utilisé pour contre les champignons en fait. On a le mildiou et que ça traite et ça fonctionne assez bien. Mais on peut aussi utiliser un autre produit qui est le lait. Bon, déjà le lait c'est très coûteux. Du coup pour les producteurs moyens c'est pas la porte d'à côté. Donc c'est pourquoi on a ce mélange là déjà pour le mildiou et qui fonctionne bien. Nous avons d'autres pestifuges tels que l'huile de Nîmes. Nous avons le piment. Pour aussi utiliser le gingembre, le clou de girofle et l'ail. Bon, ici nous produisons déjà l'ail. Bon, nous n'avons pas. Ici nous avons une macération d'ail. Oui, là, nous avons fermenté 24 heures pour pouvoir l'utiliser. Déjà à la base, nous prenons des gousses d'ail que nous allons macérer, sécher pour conserver longtemps. Et lorsque c'est sec, nous prélevons environ 5 grammes pour une petite boîte comme ça et on fermente pendant 24 heures. Et les 24 heures, on peut l'utiliser, après 24 heures de fermentation, nous pouvons l'utiliser dans un pulvérisateur, juste pour un. Bon, et ceci c'est en fonction de la saison. Parce qu'en saison pluvieuse, on doit utiliser beaucoup plus de traitements. Les pestifuges, contrairement aux pesticides, ont une durée d'action réduite. Les pesticides, on peut appliquer et on renouvelle peut-être chaque semaine ou chaque après 2 semaines. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à plus. Bon, sauf que ici, pour les pestifuges, la durée est réduite. Donc nous pouvons utiliser 2 fois par semaine. L'application peut aller 2 fois par semaine. Ou plus si il y a, en fonction des précipitations dans les pluies. Comme nous sommes en saison pluvieuse actuellement, nous utilisons 2 fois par semaine. Mais si c'est en saison sèche, on l'utilise 1 fois par semaine. Aussi en fonction des attaques. Si nous avons plus d'attaques, nous allons pouvoir réduire les cas d'application. Donc comme j'ai si bien dit, nous avons l'ail, nous avons aussi le piment. Bon, le piment il est en champ, on le récolte et on le macère, après on l'applique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.